Bonjour. Alors j'ai fait quelques vidéos sur l'intégrité sémantique. Et puis j'ai exploré un petit peu l'Internet, comme tout le monde, euh, avec les moyens alternatifs de communication. On découvre plein de choses. Et je suis tombé sur, par curiosité, tout un tas de films, de vidéos liés au satanisme, aux Illuminati, à la religion, à la spiritualité, et j'ai utilisé curieusement des outils qui font partie de mon métier. À l'intégrité sémantique, moi je suis ingénieur, je suis scientifique, j'ai fait des mathématiques avant de devenir ingénieur en informatique, et ma particularité, ma spécialité, c'est d'avoir fait parmi les premiers réseaux de neurones de l'intelligence artificielle sur les ordinateurs. J'ai eu toute une carrière qui s'en est suivie, mais quand j'étais à l'école, à Hatfield, c'est ce qu'on faisait. On avait de très gros ordinateurs pour l'époque, et on faisait de la mimétique neuronale, de la backpropagation, et on s'intéressait à comment l'intelligence humaine peut un petit peu se transmettre sur un ordinateur. En parallèle de ça, dans mes études d'informatique, j'ai aussi étudié les bases de données, et c'est là qu'apparaît la notion d'intégrité sémantique. C'est un petit peu compliqué de faire le lien entre l'intégrité sémantique, que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, et l'intelligence artificielle au sens de mimétique neuronale, c'est-à-dire quand on essaie de modéliser le cerveau humain. Alors, ça a été mes deux grands domaines de spécialité, et quand je faisais mes travaux de recherche, et puis dans ma carrière, puisque j'ai beaucoup travaillé sur des bases de données, je travaillais sur de très très grosses bases de données, par exemple en France comme Erasme, la base de données de la Sécu, et quand on travaille sur ces bases de données, chaque petite case dans la base de données doit avoir un sens précis, et si ce sens n'est pas respecté, on a des conflits. La même chose se produit dans le langage. Alors si on étudie les langages informatiques, la même chose va se produire. Donc voilà un petit peu mon parcours de façon très simple. Et je me suis retrouvé avec mon parcours très personnel face à des réflexions qui en général ne devraient pas me demander des outils aussi sophistiqués pour pouvoir y faire face. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire toucher du doigt avec le bon sens, un bon sens primaire, de vous éviter de tomber dans des discours qui sont très dangereux, intellectuellement très construits. Quand j'ai commencé à regarder les vidéos, alors il y a des gens qui étudient l'islam, qui est une religion, il y a des gens qui étudient le christianisme, qui est une autre religion, il y a des gens qui parlent de la gnose, du satanisme. Ils sont extrêmement éduqués, extraordinairement éduqués. Alors on parle toujours des Illuminati. Alors les Illuminati, il faut les appeler en français, je ne sais pas pourquoi d'un coup d'un seul on les appelle en latin. C'est quand ils sont apparus, c'est-à-dire à l'époque de Napoléon III, en 1700 et quelques, ce qu'on appelait les illuministes. Et c'est une époque où les gens aimaient l'occulte. Alors on jouait autour de table aux cartes. Et si vous aimez ce genre d'histoire et vous aimez découvrir comment les francs-maçons, comment tout ça est apparu, moi je vous conseille vivement, au lieu de regarder les médias alternatifs, de lire Alexandre Dumas. Je ne sais pas si je les ai sur mon bureau. Non. Mais alors il y en a d'excellents. Vous avez Balsamon, qui représente le comte de Cagliostro, qui est dans avec une voiture dans laquelle il y a un vieil alchimiste. On vous raconte l'histoire de l'alchimie, on vous raconte les premiers rendez-vous maçonniques, les premiers complots. Est-ce que Napoléon... pourquoi l'Empire, pourquoi les rois, pourquoi... on parle des loges maçonniques, ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que ce soit les loges écossaises, ou moi il m'a été donné dans ma vie, par le plus grand des hasards, de faire une croisière en bateau sur un voilier, de faire les îles d'Écosse, les Highlands, le clan des MacDonald, la lignée des anciens rois d'Écosse. Donc nous avons la notion de royauté, de franc-maçonnerie,
c'est pas aussi occulte que, que la façon dont on le perçoit dans les médias alternatifs. Le dernier des rois d'Écosse, Ronald, était quelqu'un de très sympa, qui buvait beaucoup. On a peut-être, quand on a fait du voilier ensemble, on a peut-être légèrement abusé. Mais il faut pas rentrer dans des discours. Le satanisme, quand moi j'ai commencé à regarder par exemple des vidéos sur la gnose. Alors la gnose c'est quoi? La gnose c'est une façon de généraliser les religions. C'est très mystique. Ce sont des écrits anciens qu'on a retrouvés parfois écrits en copte, des écrits qui ne font pas vraiment partie du catholicisme, encore que les pères fondateurs de la chrétienté parlaient de vraie gnose, de fausse gnose, mais la gnose c'est la connaissance. Ceux qui ont essayé de récupérer la franc-maçonnerie, et ceux qui ont aussi essayé de récupérer certaines religions, l'islam qui s'est construit après le christianisme, a essayé d'épurer, d'avoir un langage plus simple, plus cohérent. Je vais commencer à vous expliquer comment on rentre dans le plus cohérent, c'est-à-dire un langage qui, quand on le lit, on a moins d'incohérence. Alors j'imagine quelqu'un qui découvre toutes ces vidéos, tous ces médias. Quelle méthode est-ce qu'il a pour savoir si ce qu'on lui raconte c'est du pipeau ou c'est vrai? Il y a une part, très personnellement, je suis croyant, je crois en Dieu, je viens d'une éducation catholique, donc je n'ai pas été élevé dans l'islam. Je me suis beaucoup intéressé au Tao, donc à une religion qui est en Chine, nous sommes de Yin, de Yang, la fameuse montagne, on fait le tour et on arrive. Je m'y suis beaucoup intéressé. Au hiking, vous trouverez, pas sous mon nom propre, mais vous trouverez des vidéos sur le hiking, sur la façon dont on peut prévoir les choses. On a chacun une mesure de spiritualité, on a chacun une mesure où on a la foi, où on n'a pas. On peut croire aux paroles de Jésus-Christ, qui sont très bien à l'aile parce qu'elles aident les hommes à vivre mieux. C'est comme les lois de Moïse. Ce sont des lois qui sont faites pour que les hommes soient plus heureux et vivent mieux entre eux. Le taoïsme est plus théorique. Il essaye d'approcher cette sorte de... au-delà de la spiritualité, il essaye d'approcher quelque chose qui serait quintessentiel à l'esprit. C'est là où on peut en avoir une lecture intéressante quand on a un petit peu regardé cette fameuse notion d'intelligence artificielle. Première chose qui, moi, m'a beaucoup choqué quand on regarde ces écrits très complexes, écrits par de très grands intellectuels. Vous avez des moines qui ont travaillé toute leur vie, vous avez toutes les années des bouquins très épais, pondus, supposés être des recherches qui essaient de s'étayer sur la psychanalyse, le lacanisme, qui essaient de s'étayer sur des choses très complexes. On peut les étudier. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la psychanalyse, j'en ai fait une. Je connais très bien le travail de Freud, Lacan, qui est plus mathématicien, mais quelle que soit la profondeur avec laquelle vous voulez étudier ces textes ou regarder ces vidéos, il vous faut être extraordinairement prudent avec ce que vous écoutez et vous regardez, et avoir énormément de bon sens. Je vais commencer par le début de la notion de langage. Le langage, il a des travers. On peut regarder les langages informatiques. Alors, un langage informatique, il y en a de plusieurs sortes, mais le plus simple, ce sont les instructions. C'est quoi? C'est 1, fais ceci, fais une addition, 2,
un autre ordre, et puis un autre ordre, puis un autre ordre, et puis reva à l'ordre 1, et puis etc. On peut étudier le basique, moi j'ai commencé ça quand j'avais 13 ans, on peut étudier le basique, le Pascal, les différentes générations de langages, même les langages machines, tous les langages, qu'ils soient humains, qu'ils soient informatiques, qu'ils soient ont un problème, ou mathématique. La mathématique elle-même est un langage. Tous ces langages, quelque part, sont presque mystiques aussi. Pas que la gnose qui est mystique. On pourrait trouver du mystique dans un langage informatique. On peut trouver du mystique absolument où on veut. Mais chaque mot, chaque phrase, si je fais ceci, si cela existe, c'est une approche avec des mots, avec un langage. On essaie d'expliquer ce qu'on observe. Parlons de la nature, qui est très belle, divine, d'accord. On va essayer de l'observer, ou l'univers, qui est très chaotique. On va essayer de l'expliquer avec des mots. Ces mots ont une limite. L'intelligence humaine, comme l'intelligence d'un ordinateur, a une limite. Les mots ne sont pas toujours cohérents. Premier exemple, on le voit dans la mathématique. En mathématiques, on peut poser des axiomes. Alors, on prend la mathématique d'Euclide, on pose un certain nombre d'axiomes. 3 points ne passent que nécessairement une seule ligne. Et on va avoir, avec ces axiomes, on va construire toute la mathématique qui existe. Et un jour, on va s'apercevoir qu'on peut avoir 2 théorèmes qui se contredisent. C'est-à-dire qu'à force de réfléchir, de construire au travers de ce langage mathématique des théorèmes, d'autres théorèmes, etc., on va s'apercevoir qu'on a des conflits, des antithèses. D'autres vont trouver que la mathématique est absolument extraordinaire parce qu'elle explique le réel de façon tellement précise que c'est inexplicable. Encore du mystique. On a de très grands mathématiciens qui ont écrit sur ça, qui ont écrit la mathématique explique le réel avec une telle magie que ça en est inexplicable. Et à nouveau, on rentre dans le mythique, dans le spirituel. L'esprit humain, pour fonctionner, doit séparer les choses. Je suis en train de me regarder pour tourner la vidéo, et ne serait-ce que mon regard doit séparer la couleur de mon t-shirt de la couleur de l'environnement. On doit séparer les choses. Si on commence à séparer les choses, par exemple, de l'ordre de l'esprit, du spirituel, alors on va parler de la rose-croix, par exemple. Alors on sépare l'âme, l'esprit, le corps. On y met au milieu une rose, d'accord? Une croix avec la Vierge Marie, très vaginale, la rose avec cette pétale. Si on aime ce genre de discours, il faut absolument lire Alexandre Dumas, ça va vous éclater. Les discours théologiques sur la rose-croix, ce genre de discours, c'est un pipeau absolu. Pourquoi? Parce qu'ils partent comme par axiomatique, ils le disent eux-mêmes. Nous posons comme axiome qu'il y a une âme, qu'elle est séparée du corps et qu'elle est séparée de l'âme. Ce sont des chiens. Calme. Ça n'est pas vrai. Essayez de vérifier par vous-même. Est-ce que vous pouvez l'appréhender dans le réel? Est-ce qu'on peut l'étudier, le mettre sous un microscope? Non. On croit en Dieu ou on n'y croit pas, mais quel que soit le microscope que vous voulez utiliser, calmez-vous. Vous ne verrez absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un petit peu la lumière, c'est ce qui est censé éclairer, et forcément au niveau du regard du visuel, c'est ce qui... Sans ça, vous ne voyez pas, et avec ça, vous voyez. D'accord? C'est de l'ordre du voir. Mais au niveau de l'audition, c'est la même chose. Pour les sons,
il faut bien que je les sépare. Il y a des systèmes de musique, il y en a légèrement différents en Chine, il y en a ici. Vous avez des gammes, on peut apprendre à jouer du piano, on a des sortes de mesures. Les sons sont étudiés depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Il y a des choses qui sonnent mieux que d'autres. On sépare à nouveau et on trouve une certaine beauté dans la musique. Mais c'est la même chose avec le goût. On peut faire la cuisine. On va séparer un certain nombre de saveurs. On va avoir ce qui est aigre, sucré, salé. Au Japon, on trouvera autre chose qu'acide. Il y aura peut-être une saveur de plus, mais peu importe, on sépare à nouveau. On doit séparer. Séparer, c'est de l'ordre du ressenti et de ce qui est ce qui nous permet d'appréhender le monde. D'ailleurs, sur un réseau neuronal, en mimétique neuronale, quand on fait un modèle mathématique d'un réseau neuronal, il y a en conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un réseau neuronal apprenne, il faut d'une, la liberté, qui puisse au hasard les niveaux neuronaux être randomisés le point de départ. Il faut une séparabilité de l'espace des exemples d'apprentissage du réseau neuronal. Mais quels que soient ces exemples, que ce soit des images, on peut donner des images, par exemple, de fleurs, et donner plein d'images de fleurs en réseau neuronal, et lui dire chaque fois que c'est une rose, c'est une rose. Sinon, c'est pas une rose. Autre image de fleur, c'est une rose. Sinon, c'est pas une rose. Et au bout d'un certain temps, ce réseau neuronal, à force de voir des images, un peu comme un enfant, va se stabiliser à l'intérieur, ces niveaux vont se stabiliser. Il aura appris ce qu'était une rose, et il sera capable de reconnaître une rose. On peut l'utiliser pour reconnaître une constellation dans le ciel. C'est d'ailleurs une des premières utilisations de ces notions d'intelligence artificielle, c'est qu'un réseau neuronal a une capacité à s'orienter en fonction des étoiles qui est surprenante. D'accord. Mais l'homme aussi. L'homme aussi s'est orienté par rapport aux étoiles dans des canaux depuis très longtemps. Et ça paraît extraordinaire quand on essaie de réfléchir aux constellations, on essaie de mettre une théorie, on essaie de comprendre comment elles fonctionnent, quelles étoiles bougent par rapport à quelles étoiles, le soleil, le ciel, etc. On se rend compte qu'il y a des planètes qui font partie du système solaire qui bougent différemment d'autres étoiles qui sont plus fixes. Et à nouveau, on rentre le langage et la science et la mathématique ne sont que des outils, des dialectes, des langages qui permettent d'appréhender le réel. Mais le réel n'est pas appréhendable par l'homme. Et par exemple, quand on pose cette axiome, je vais vous donner un contre-exemple qui va vous montrer à quel point on peut montrer que ces gnostiques si construites sont idiotes. Si je prends par exemple cet exemple dont je vous parlais dans la gnostique, l'esprit, l'âme et le corps sont séparés. Bon. Les mots existent. Nous savons bien le mot âme, le mot esprit et le mot corps. Un est tangible, mon corps physique. Eh bien, si je prends par exemple en psychiatrie pratique, vous avez des ouvrages très intéressants, comme par exemple le moi peau dans les yeux, qui montre que la peau et l'esprit sont très liés. Mais vous avez aussi les intelligences, donc une sorte d'esprit, qui ne font pas partie du cerveau. On montre aujourd'hui que l'estomac, l'ensemble des bactéries qui le composent, est un système intelligent qui vous permet de vous nourrir, ce qu'on appelle l'instinct, qui va vous orienter vers un type d'aliment ou un autre. Vous avez besoin de magnésium, tout d'un coup, vous allez avoir envie de chocolat. Votre corps a besoin de stabiliser le pH ou la neutralité électrique de votre sang. Il va vous donner envie de salé ou de sucré, ou de calcium, et toute cette intelligence extraordinaire, tous ces besoins que le corps doit gérer, ne sont pas gérés dans votre esprit
cérébrales neuronales, mais sont gérées par un système non neuronal d'intelligence qui est dans votre estomac. On voit que l'esprit et le corps sont profondément liés. Liés. On le voit en psychiatrie. L'exemple du moi peau dans les yeux, c'est un ouvrage, vous trouverez, vous montrera que la peau, et d'ailleurs, il vous explique que le fœtus, au tout début, et ensuite vous avez les ouvrages qui vous montrent que la notion même d'intelligence peut être non neuronale. Donc vous voyez, ces gnoses extraordinairement construites et très présentes aujourd'hui, très présentes, qui essayent de s'étayer sur la science, qui sont les fondements d'une sorte de compréhension maçonnique. Vous voyez, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ne l'écoutez pas. Simplement, quand vous regardez ce genre de vidéo, posez-vous la question, avec tout le bon sens que vous pouvez avoir, est-ce qu'ils sont en train de me faire avaler des couleuvres? Ils me disent un certain nombre de choses, comme s'ils le posaient comme des axiomes, des réalités qui dépassent l'entendement humain, et qu'on doit admettre au départ, et puis sur ce, ils construisent un discours, une dialectique. Et c'est la même chose pour le freudisme. Le freudisme, c'est à nouveau une dialectique. On sépare le conscient, l'inconscient, on essaie de comprendre les rêves, on essaie de... Mais tout ça, ce sont des mots. La psychanalyse n'a jamais soigné personne. Elle est très intéressante parce qu'elle étudie avec le langage, la façon dont on digère le vécu, avec nos capacités intellectuelles. Mais d'autres intelligences existent avec d'autres formes de digestion. Ayez ce recul. Ayez ce recul par rapport à ce qu'on nous dit dans la chrétienté, dans la gnose, dans l'islam, même dans le taoïsme. Ayez ce recul. La spiritualité, vous pouvez en avoir. Vous pouvez voir la lumière où vous voulez, mais si vous en parlez, l'expérience de la vie, si vous essayez de la décrire, déjà, à force d'en parler, vous ne la vivrez plus. Le plus intéressant, c'est de profiter de la beauté de la nature et non pas de passer son temps à la décrire. Mais si vous voulez vraiment rentrer dedans et passer du temps à la décrire, à faire la preuve de Dieu ou Dieu c'est quoi, vous allez tomber dans un problème de langage. Et c'est là, c'est à ce point précis, quand on rentre dans le langage, c'est-à-dire quand on a posé un certain nombre de notions, comme ça un petit peu, qui ont l'air de rien, qu'on pose comme des axiomes, on construit des langages très complexes. Alors ces langages peuvent aboutir à des choses qui sont bonnes, ou des choses qui sont mauvaises. Alors il n'y a pas de bien et de mal, naturellement, on peut philosopher sur le problème et aller chercher Nietzsche et aller chercher un certain nombre de grands philosophes, mais à nouveau, je vous le rappelle, ce en bas, ils abordent la réalité, qu'elle soit humaine, intellectuelle, mythique, ils abordent la réalité avec un langage. Si on les lit, on peut lire Kant, difficile à lire en français, mais plus compréhensible en allemand, mais à nouveau, il y a des notions qui sont posées axiomatiquement. Kant parle de conscience. Alors déjà en français on est un petit peu limité parce qu'on n'a que le mot conscience. En anglais on a deux mots, awareness and consciousness. I'm aware that a car is running in the street. J'en suis conscient à l'arrière de mon esprit. Et je suis conscient très précisément de moi-même d'une certaine façon,
de certaines de mes connaissances qui sont éparses dans ma tête, du discours que je tiens. Oui, la conscience, est-ce que c'est véritablement un poème? Certaines psychanalystes diront que quand on est allongé sur un lit et on fait une psychanalyse, on est conscient du discours que l'on tient, mais en même temps il y a une certaine retenue. Et on peut discuter même de la notion de conscience. Est-ce que c'est un point? Est-ce que la langue dans laquelle on exprime la notion de conscience est suffisante? Oui, en anglais on a deux mots, en français et en latin. Est-ce que c'est véritablement unique, comme un Dieu unique? Ou est-ce qu'il y a plusieurs points de conscience? Est-ce que si on doit faire une intelligence artificielle, est-ce qu'elle doit nécessairement avoir un point, une ligne, vous voyez, comme dans un programme où on suit un programme et à un moment donné dans le temps, l'état d'avancement du programme décrirait le moment de la conscience? Mais pas du tout. Pourquoi considérer cela comme un axiome? Pas du tout. D'accord. Pourquoi poser ça comme un axiome? Pourquoi utiliser ce mot conscience? Parce que c'est le seul qu'on a. Ou on en a deux, ou trois. Mais en regardant au fond des choses. Mon estomac aussi, il est conscient de ce que je mange. Et s'il n'aime pas, il dégueule. Le problème de cette information alternative, c'est qu'elle vous envahit et vous ne pouvez pas la dégueuler. Et si vous n'avez pas, vous êtes très admiratif, vous allez écouter des gens qui sont très savants, avec des langages très construits, extraordinairement construits. Alors au début, la première réaction, c'est de rentrer dans leur connaissance. Et une fois que vous rentrez dans leur connaissance, petit à petit, vous rentrez dans une dialectique avec eux, alors, à nouveau, ils vont même vous décrire leur dialectique. Alors, on parle d'une dialectique hegelienne, et on va re-rentrer dans la philosophie, et à nouveau, vous re-rentrez dans le piège. Vous parlez. Eh bien, c'est là qu'est Satan, le grand méchant. Il est dans le fait que le langage n'est pas cohérent. Ce n'est qu'un simple outil. C'est un outil de votre esprit, c'est le seul que vous ayez, mais il n'est pas cohérent en lui-même. Il n'a pas la volonté d'être absolu, d'être mythique, d'être glorieux. Ce n'est qu'un outil, comme votre estomac, ou comme vos oreilles, ou comme votre vue. Elle peut être floue ou claire. Et cet outil a ses limites. Cet outil peut être incohérent, comme les mathématiques ont leurs limites. Tout a sa limite. Rien n'est infiniment glorieux. Si vous rentrez dans ces discours et que vous accrochez à ça, eh bien vous allez rentrer. Regardez les francs-maçons, à quoi ça les mène? Ça les mène à avoir des notions. Alors, pourquoi pas? Il y a des choses dans la réalité qu'on n'explique pas. Vous voyez, ils ont toute une gnose de mysticisme. Quand on a un groupe de gens, il se passe une sorte de chose assez magique. On a l'impression que tout le monde communique. On dit toujours, quand on est en présence d'un génie, on se sent soi-même transporté par son intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à voir des choses très complexes de façon très simple. Et ça peut se produire de deux façons différentes d'intelligence. Ça peut se produire par une façon de décrire abstraitement, par des métaphores. Alors on trouve des métaphores, des mythes, des façons d'expliquer. On s'élève en niveau d'abstraction, un peu comme on fait en mathématiques. Et alors on va trouver que ces gens-là sont très intelligents parce qu'ils sont capables d'exprimer, de synthétiser, de syncrétiser, c'est l'esprit de la gnose, la connaissance. Bon, ça, c'est pas l'intelligence. Ça, c'est de la capacité à généraliser, à globaliser, à prendre une religion comme le brahmanisme, à tout mélanger, à faire des généralités avec des mots qui ne sont pas faits pour faire des généralités, avec des langages qui ne sont pas construits pour ça, qui vont élaborer
avec des dialectiques, et qui vont paraître intelligents. Non, l'intelligence, c'est absolument pas ça. L'intelligence, c'est de la rapidité. C'est la capacité à voir des choses qui sont complexes simplement, mais pas en les rendant abstraites. Si vous augmentez votre niveau d'intelligence en prenant n'importe quoi, de la Ritaline, vous avez des drogues passionnantes, Scholgin, qui a développé pratiquement un grand nombre de molécules que beaucoup de jeunes, beaucoup dans les années 70, tout le monde aimait certaines drogues. Certaines drogues éveillent un petit peu l'esprit ou mettent votre esprit dans d'autres positions de voir les choses. Votre niveau d'intelligence va varier. Mais là, pas pour entrer dans de l'abstrait, mais vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses très simples dans la vie qui étaient des mécanismes tout bêtes. Et si on vous avait pris par la main et vous avez dit, regarde, c'est comme ça, c'est tout bête, vous l'auriez vu. L'intelligence, c'est la capacité à voir les choses simples, sans les rendre compliquées. À pas rentrer dans des discours compliqués, mais à voir que simplement, ça tient à pas grand-chose. Et c'est cette approche-là qu'il vous faut avoir face à ces discours. Vous prenez ces gros pavés, que sont la mathématique, la psychanalyse, la gnose, les grands savants de l'islam, avant et après celui-là, avant ou après le XIIIe siècle, avant ou après le IIIe, et on pourrait rentrer dans des notions historiques, vous prenez tous ces gros pavés de connaissances, toute cette connaissance qui vous arrive et qui est gigantesque, et au lieu de vous laisser envahir par tout ça, ne vous la laissez pas imposer. Vous la regardez avec de la distance. Ce ne sont que des mots. M-O-T. Ne les transformez pas en mots M-A-U-X. Pourquoi? Parce que n'ayez pas la prétention d'avoir un esprit qui peut comprendre le monde. Gardez cette modestie. Si vous gardez cette modestie en vous, vous éviterez de tomber dans des problèmes d'intégrité, de conflits sémantiques, de non-sens dans le langage. Et volontairement, je m'astreins à n'utiliser que des mots simples et à ne faire aucune citation et ne rentrer dans aucun détail abstrait, ni de la mathématique, ni de l'histoire, ni de l'islam, ni de la chrétienté. Je sais que je suis passionné par les religions, j'ai eu aussi un directeur de conscience, je suis passionné par l'eschatologie. On peut aussi être passionné par le jeu de Go. Le jeu de Go, lui aussi, on ne voit la réussite, le résultat qu'à la fin. C'est pas comme le jeu d'échecs. C'est pas un arbre logique. C'est beaucoup plus subtil. On est beaucoup plus dans la théorie du chaos. Mais tout ça ne sont que des langages. On peut s'y intéresser, l'approcher, si on en évite le danger. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'évitez pas ce danger? Si vous rentrez dans ces incohérences, eh bien, vous allez pouvoir tout justifier. Vous pouvez tout justifier. Alors, vous le voyez bien, vous allez avoir les Illuminati. Alors, on les accuse de pédophilie, on les accuse de plein de choses, on les accuse de complot. Il y a tellement de loges maçonniques, d'ordres secrets. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi tant de mystères? Pourquoi tant de gnoses, de non-dits ou de surdits, ou de reconstruits ou déconstruits? La plupart du temps, c'est pour de l'argent, c'est pour le pouvoir. On fait des messes basses, d'accord, parce qu'on veut contrôler, faire tomber un roi, un empereur. Ou on veut de l'argent pour faire une guerre. Ou on veut de l'énergie, du gaz, du pétrole. C'est pas la peine de faire des discours extraordinairement élaborés pour dire qu'on a faim. On a faim, on a faim.
On n'a pas besoin de pondre un pavé de 500 pages de gnose pour dire qu'on a besoin de pétrole, de gaz, ou qu'on veut une baguette de pain, ou qu'on préfère un verre de Coca-Cola. Il faut démystifier tout ça. Peut-être que j'ai par là même un discours assez catholique où les choses doivent être dans la lumière. Mais d'ailleurs, la franc-maçonnerie est profondément anticatholique. Les deux s'opposent. Alors, vous verrez aussi ces vidéos sur le pape, le satanisme, etc. Le langage, le visuel, vous pourrez découvrir tout ça. Mais dès que vous rentrez dans un quelconque langage où il y a des conflits, où l'intégrité sémantique n'est pas respectée, et elle ne peut pas l'être, puisqu'un langage n'est jamais accompli, vous allez pouvoir tout justifier. Les pires choses, les pires crimes. Alors, est-ce que vous voulez vivre dans un monde où, en justifiant tout, avec un faux mysticisme, on peut tuer à gogo et faire des choses horribles? Est-ce qu'on veut garder tout ça dans le secret? Moi, je crois formidable aujourd'hui qu'il y ait cette information alternative. Et abordez-la avec le recul du bon sens. À chaque instant, demandez-vous, qu'est-ce qu'on m'a posé comme action? Tiens, on m'a dit qu'une tour s'effondrait parce qu'un avion rentrait dedans. Mais enfin, même en temps de guerre dans des pays bombardés, bien comme à Alep aujourd'hui, on voit bien qu'un immeuble ne s'effondre pas quand un avion rentre dedans. Et ne parlons que des deux tours, parce qu'il y avait d'autres immeubles qui se sont effondrés tout seuls à côté. On vous fait gober tout ce qu'on veut. On vous le pose comme axiome, et ensuite on vous l'étaye par des discours, on vous le répète, on vous le convolue, on vous en fait des théories, on vous montre des ingénieurs qui font ceci, qui font cela. Juste le bon sens, avec la modestie de savoir que le langage n'est qu'un outil très, très imparfait. Ça c'est très éloigné de mes domaines de compétences, si vous voulez, puisque je suis un scientifique. Et un scientifique se doit d'avoir du bon sens, en tout premier lieu. Et ce bon sens, ne le perdez pas. Gardez-le précieusement avec vous et prenez une distance. Ne vous laissez pas embringuer dans des loges maçonniques ou dans l'islam ou dans la chrétienté ou dans n'importe quelle religion. Regardez-les avec du bon sens et demandez-vous à tout moment quelles sont les couleuvres qu'on essaie de vous faire gober. Et une fois qu'on vous aura presque fait croire que c'est acquis, que l'axiome est là, et qu'on n'en discute plus, à partir de ce moment-là, tout le langage se construit, toute la construction, toute la dialectique, tout s'édifie là-dessus, et vous allez rentrer dans un mécanisme où on vous a fait gober une couleuvre. Ne les gobez pas. Quand vous entendez quelque chose de nouveau, prenez une légère distance, soufflez, et demandez-vous si ça a du sens. Du sens. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je ne l'ai pas faite pour des grands intellectuels, je ne l'ai pas faite pour que vous puissiez mieux gérer une économie personnelle, au sens je l'ai faite simplement pour vous faire sentir que le bon sens pouvait mettre à terre parmi les plus grands intellectuels et parmi les plus... Le bon sens est primaire. Le sens est sine qua non. Voilà. Bonne journée.